Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Fatih t'explique les métiers de la finance. Le concept est simple, et bien qu'un professionnel qui travaille et qui est en poste aujourd'hui dans le monde de la finance vienne parler de son métier. Aujourd'hui, on va pas parler produit, on va pas essayer de placer tel ou tel produit, on va vraiment parler du métier. Donc qu'est-ce qu'il faut pour devenir un sales, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un portfolio manager. Voilà, ça c'est l'idée de ce podcast. Donc Fatih t'explique les métiers de la finance et aujourd'hui on va parler de la fonction de sales et de la fonction de sales dans le domaine de la gestion d'actifs. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'inviter, c'est une première en plus, donc merci à toi Jérémy Toubiana. Bonjour Fatih. Donc tu es responsable des ventes ETF sur les plateformes digitales pour BNP Asset Management. Et je voudrais déjà te remercier. Tu sais pourquoi? Parce que quand je t'ai envoyé les SMS pour te dire, puisqu'on se connaît, Jérémy, on se connaît tous les deux, on est amenés parfois à travailler ensemble dans nos boîtes respectives. Quand je t'ai envoyé les SMS, je crois que tu m'as répondu au bout de 2 minutes et tu m'as dit, je suis super chaud. Donc, je te remercie vraiment Avec grand plaisir. de vive voix sur le fait d'être hyper disponible pour justement faire ce premier épisode, ce premier podcast que vous allez pouvoir retrouver en fait sur toutes les plateformes dignes de ce nom. Jérémy, alors j'ai donné ton poste actuel, mais déjà, je vais te poser une série de questions. La première d'entre elles, elle va être assez basique. C'est qu'on connaît ton poste aujourd'hui maintenant, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'éléments sur ton parcours qui t'a amené jusqu'à ce poste aujourd'hui? Alors, ça fait à peu près maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'industrie ETF. Donc, j'ai travaillé historiquement chez Lyxor Asset Management, puis chez Amundi Asset Management lorsqu'il y a eu la fusion Lyxor et Amundi. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille chez BNP Paribas Asset Management. Et dans cette partie ETF, j'ai toujours occupé une fonction de commercial, de vendeur, de sales. Auparavant, j'ai travaillé dans une société de gestion, une petite boutique, comme on appelle, française d'asset management, où j'ai en fait, la société était petite en taille de salariés. Mais en fait, du coup, ça m'a permis de faire énormément de choses. Donc, je faisais de la vente, de la gestion, du marketing. Donc, c'était hyper enrichissant. Et je suis arrivé justement dans cette structure en plein pendant la crise des subprimes. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile pour trouver ce travail-là, mais effectivement, j'avais eu la chance de faire un contrat d'apprentissage chez BNP, justement, côté banque d'investissement, dans le cadre de mon master à Dauphine, qui m'a permis justement de créer un réseau professionnel. Et donc, grâce à leur aide, du coup, j'ai pu trouver ce travail dans cette boutique française et démarrer ma carrière dans cette période qui était honnêtement particulière, mais géniale en termes d'apprentissage. Mais ce que j'allais dire, c'est que tu as dû apprendre énormément avec les crises qui s'est passé, enfin tout ce qui s'est passé. Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement 2 minutes, j'étais encore dans les examens et dans les cours, mais je sais que professionnellement, quand je rencontre des pros qui ont vécu cette période-là, ils me disent que c'était quelque chose, alors exceptionnel dans le bon et dans le mauvais sens du terme, mais j'imagine que ça a dû être quelque chose C'était vraiment particulier parce que j'ai vraiment fait la transition entre l'expérience de la crise en banque d'investissement lorsque j'étais chez BNP Paribas et la fin de la crise dans une société de gestion où là, je rentrais vraiment dans le grand bain avec justement les différentes casquettes, etc. Et donc, il a fallu accompagner ce nouveau monde finalement. Et donc, c'était vraiment une période très enrichissante. Et juste avant ça, tu as fait quoi comme parcours académique, Jérémy? Alors, après le bac, je suis rentré à la faculté de Paris-Dauphine avec un processus. Alors, je ne sais pas si les termes sont les mêmes aujourd'hui, mais un parcours assez. Je prends un coup de vieux aussi mais j'ai sur fait les nouveaux termes. Master et licence d'éco-gestion, pardon, avec un Master 1 spécialisé en finance et un Master 2, le Master 2 banque d'investissement et de marché qui est le numéro 268 à Dauphine, qui était un master en apprentissage. Et donc ça a été un point, je pense, essentiel dans ma carrière, finalement, de faire un master en apprentissage après une année de césure, ce qui m'a permis, finalement, à la fin de cet apprentissage, d'arriver dans le marché du travail avec, on va dire, 2 ans d'expérience professionnelle. Et ça, je pense que c'est un vrai atout quand tu cherches un travail, de ne pas avoir qu'une simple expérience universitaire, scolaire. L'expérience professionnelle, finalement, c'est clé pour construire ton avenir et construire un réseau. Tu penses que ça a joué dans le fait que la société qui t'a embauché derrière s'est dit il a déjà 2 années d'expérience, je vais le prendre lui plutôt qu'un autre qui avait un parcours 100% académique, donc 100% scolaire, entre guillemets? Je pense que ça a été vraiment ce que j'appelle un deal maker. Parce que, j'avais vraiment des connaissances réelles du marché. Donc, je comprenais
l'écosystème de la finance de marché de manière générale, avec ces 2 ans d'expérience. Et un point qui est pour moi fondamental, c'est la construction un réseau professionnel, parce que effectivement, c'est grâce à ce réseau professionnel chez BNP qu'on m'a présenté la société de gestion dans laquelle j'ai Ok. travaillé pour la première fois. Alors après, il a fallu passer des entretiens, etc. Mais sans ce réseau-là, effectivement, j'aurais peut-être passé quelques temps au chômage pendant, encore une fois, cette crise où il était très difficile de trouver Ouais. un travail. Et donc, c'est grâce à ce réseau professionnel et donc grâce à ces années d'expérience en stage puis en apprentissage, que j'ai pu commencer à mettre un pied dans la vie active. Bah, je te rejoins là-dessus, hein. Je suis aussi un enfant de l'apprentissage. Alors, pas dans le même domaine, mais j'ai ensuite bifurqué pour revenir sur le monde de la finance et notamment de la gestion d'actifs. Mais oui, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier, notamment pour les jeunes étudiants alors, c'est pas similaire à 2008, mais on sait très bien que le contexte actuel est pas si facile que ça pour Tout à fait. ceux qui veulent s'introduire sur le marché du travail. Donc, oui, on est Et d'accord. souvent, c'est une question comment on peut faire pour faire la différence. Effectivement, on peut être major de sa promo, mais si on n'a aucune expérience professionnelle, on se rend vite compte que la vie universitaire ou en école de commerce, c'est une première étape, mais le point essentiel, c'est la vie en entreprise. Comprendre les métiers, comprendre le vrai écosystème, comment ça se passe. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on va sortir potentiellement du lot par rapport à une autre personne. Et souvent, j'ai cette question, oui, mais finalement, est-ce que l'année de césure, c'est pas, rien que l'année de césure, c'est pas une année de perdue? C'est une année où je vais arriver sur le marché du travail, finalement, une Une année année plus après. tard, ouais. Mais en fait, absolument pas. C'est une année de gagner. Parce que bah, finalement, cette année de césure va montrer aux futurs employeurs qu'on a des compétences et des compétences vraiment importantes pour rentrer et être opérationnel. Quand on est recruteur, et moi, c'est ce que je cherche quand je recrute des gens, c'est d'avoir la personne la plus opérationnelle possible pour nous accompagner dans notre Mmh. développement. Mmh. Ok. Alors, tu as mentionné que tu étais en banque d'investissement et Oui, ensuite tu as basculé dans le monde de la gestion d'actifs. Alors, c'est vraiment 2 mondes différents. Je prends un peu l'exemple. La banque d'investissement, c'est tout ce qu'ils font, tout ce qui fait structurer, par tout à exemple, fait. ou alors l'aspect trading, etc. Et puis la société de gestion, c'est plus l'investissement sur long terme. On lance des fonds, que ce soit des fonds actifs, des fonds ETF, des fonds passifs, etc. Euh, à quel moment tu t'es dit que tu voulais évoluer dans ce domaine-là? Est-ce que c'était quelque chose d'inné? Alors, tu as peut-être eu une personne de ta famille Mm. qui travaillait en finance et alors tu étais devant. Moi, personnellement, ça a été le cas. Hein, voilà, il y avait une personne de ma famille qui travaillait en finance et je me suis dit, bon, ça a l'air pas Pourquoi mal. Et pas? à un moment, j'étais tombé sur les écrans de Bloomberg et je me suis dit, c'est quoi ce monde? J'ai envie d'y aller. Et voilà, ce qui un peu explique. Mais toi, aujourd'hui, sur ton poste, alors même sur ta carrière, qu'est-ce qui t'a donné envie, quelque part, d'aller travailler dans ce domaine-là? Pour être tout à fait transparent, quand j'ai eu mon bac, je suis rentré à la faculté de Paris-Dauphine avec un parcours assez généraliste. Donc licence éco-gestion, donc je savais que j'avais fait un bac économique et social. Donc pareil, je suis désolé, peut-être que ça passe différemment aujourd'hui, ça me rajeunit pas, Pour mais tous ceux qui savent comment ça s'appelle, n'hésitez pas à commenter voilà. sous la vidéo, hein. Et donc j'avais un bagou, un peu un attrait pour la partie économie, ça me parlait, c'était un peu plus concret pour moi, mais sans savoir exactement vers quel métier finalement je voulais faire. Quand je suis rentré à la faculté, pareil, c'était un master, un début de parcours assez généraliste, mais ce qui est hyper intéressant parce qu'on fait aussi bien du droit fiscal enfin, du droit, que de la fiscalité, que de l'économie, que des mathématiques, etc. Donc c'est vraiment généraliste. Et pour être tout à fait transparent, j'ai eu un déclic en 4e année, donc en mon master 1, Ouais. avant ma césure, et c'est un professeur. Alors, je me rappellerai pas de son prénom, mais c'est un cours qui s'appelait finance de marché, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, il suffit d'une personne pour Ouais. t'ouvrir peut-être les Ouais, yeux. ouais, c'est souvent ça. Et dans son discours, dans sa façon d'appréhender le cours, et c'est d'ailleurs, j'étais pas le seul, hein, c'était un des rares cours où il y avait du monde à l'amphithéâtre. En fait, c'était concret, quoi. C'était vraiment concret. Euh, Ça parlait politique, géopolitique, économie, microéconomie, macroéconomie. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, bah, honnêtement, j'ai envie de j'ai envie d'aller vers ce métier de plutôt finance de marché, slash
asset management, ou même à ce moment-là, je ne savais pas exactement si j'avais une préférence pour l'un ou l'autre. C'est vrai que quand tu es en université, tu penses tout de suite aux salles de marché, surtout à cette époque de business subprime où c'était un peu... voilà, c'est un peu ça. Donc, je n'avais pas forcément ce choix précis entre asset management ou banque d'investissement. Par contre, j'avais vraiment déjà en tête que je voulais être commercial. D'accord. Et ça, pareil, je pense que c'est lié à une compétence, une nature, une personnalité, d'aimer le contact. J'avais eu quelques expériences, rien à voir en finance, mais j'avais été vendeur dans un magasin de vêtements de prêt-à-porter, voilà. Et du coup, j'aimais bien ce côté-là, et donc je me suis dit, si je peux lier ce côté vendeur avec quelque chose qui me parle, la finance de marché, pourquoi pas. Et donc, j'ai réussi à finalement rentrer dans ce milieu-là. Donc, tu n'as jamais été attiré par les autres grands métiers, entre guillemets. Alors, il n'y a que des bons métiers, mais l'autre métier, c'est... La finance d'entreprise, par exemple. Il y a la finance d'entreprise. Et même quand je reste dans le domaine de la gestion d'actifs, je veux devenir gérant de portefeuille. C'est ça un peu le je pense que j'avais pas les compétences, en fait. C'est vraiment... ce que j'aimais bien dans le côté commercial, c'était vraiment le fait de voir les gens, d'être en contact, d'organiser des meetings et donc de vendre quelque chose. Ça m'attirait plus que être derrière un écran pour essayer de bien identifier une valeur, bien l'analyser, pardon. C'est des compétences et des compétences qui vont être vraiment différentes. Et donc voilà, et je me suis dit finalement, si je suis vendeur, je vais devoir aussi vendre le gérant. Ouais. Et donc, d'une certaine façon, j'aurai un peu ces deux casquettes-là parce que pour être un bon vendeur, je vais devoir bien connaître le gérant, bien connaître sa capacité à vendre. Et encore une fois, bien qu'aujourd'hui, je travaille dans l'industrie ETF où on réplique plutôt des indices. Ouais. Mais quand on est vendeur, on avait besoin aussi de s'imprégner de cette culture de gestion. Donc, j'avais pas ce besoin de savoir ce qu'il fallait acheter ou vendre, mais j'aimais bien plutôt mettre en avant pourquoi le gérant l'avait fait. D'ailleurs, ça me ramène sur la prochaine question, Jérémy, c'est comment toi tu définirais le rôle de sales? Alors, vendeur, mais dans notre métier, on utilise plus le mot en anglais, donc le mot de sales. Comment tu le définis en société de gestion? Alors, j'imagine qu'en fonction des sociétés de gestion, ça peut être différent. Mais voilà, toi, maintenant, tu as déjà eu plusieurs entreprises, plusieurs postes. Comment tu définis le poste de sales? Finalement, tous les métiers sont difficiles, mais le métier de vendeur est particulièrement difficile. Alors, je ne vais pas être objectif, parce qu'il y a un point que les gens n'ont pas forcément en tête. On a beau avoir peut-être un bagou commercial. En fait, si on l'a, mais qu'on n'a pas de clients, on peut avoir tout le bagou qu'on veut, mais si on n'a personne en face de soi à qui vendre, c'est compliqué. Donc en fait, ce que je dis souvent, le point essentiel pour être un bon vendeur, c'est la ténacité. Pourquoi ? Parce que les clients sont sollicités très régulièrement par tout plein de vendeurs, de plein de métiers, de plein de produits différents. Et donc, quand on est vendeur, du coup, on doit appeler les clients, on doit leur faire des emails pour essayer de leur parler, essayer d'organiser des rendez-vous, pour leur parler des produits. Mais évidemment, la plupart des clients ne répondent pas. Ouais, est-ce que j'allais dire, est-ce qu'ils te répondent ou Mais même ceux parfois qu'on connaît bien ne répondent pas. Mais c'est pas c'est qu'ils ont d'autres priorités. Il y a rien de personnel, il y a d'autres priorités. C'est pas le bon moment, etc. Mais en fait, c'est un travail de longue haleine pour quand on commence se construire un portefeuille client, mais même quand on travaille dans une structure comme BNP Paribas Asset Management. Même si c'est une grosse structure avec des clients existants et quand on est un nouveau vendeur, même junior, il faut se familiariser, il faut créer du lien avec ses clients et ça se fait pas comme ça. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça que la ténacité, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est l'écoute. Parce que si on appelle quelqu'un et qu'on ne fait que parler, la personne en face de soi va se dire, mais en fait, si moi je suis un client, je veux acheter un produit, d'ailleurs, quel qu'il soit, encore une fois. Mais la personne que j'ai en face de moi doit savoir quel est mon besoin. Parce que si la personne, le vendeur, me parle pendant 10 minutes d'un truc, alors qu'en réalité, j'en ai absolument pas besoin, ça sert à rien. Donc, l'écoute... D'autant plus que tu as dit que ces clients-là, ils sont démarchés par, on va dire, une vingtaine de sales. Mais d'ailleurs, pour la petite parenthèse, je m'étais dit un jour, quand je parlais avec mes amis gérants, j'aimerais bien être un jour gérant, parce que pour une fois, je serais à ta place et finalement, je recevrais des sollicitations. Ça a l'air beaucoup plus cool. Et la réponse du gérant, c'est
c'est pas si cool que ça, parce qu'en fait, être ultra sollicité, Ouais. c'est un peu compliqué parce que il faut quand même rencontrer des gens, refuser les sollicitations aussi, c'est quand même pas forcément évident. Donc, être dans la position du vendeur ou du gérant, c'est pas l'un, Ouais. enfin, c'est pas forcément la position n'est pas meilleure une position n'est pas meilleure que l'autre. Donc voilà, mais être à l'écoute, c'est hyper important. Donc, je reprends la ténacité, être à l'écoute. Et j'aime bien dire, et ça c'est un peu ce que mon mentor professionnel m'avait donné en qualité quand j'avais passé mon entretien de stage, c'est être proactif. En fait, il faut être proactif. Alors qu'est-ce que ça veut dire être proactif? Justement, je pense que c'est un concept, c'est un mot quand on commence à avoir un petit peu de bouteille, on voit concrètement ce que ça veut dire, mais est-ce que tu as des exemples justement comment être proactif dans son métier, et encore plus quand on commence, entre guillemets, dans l'industrie? Bien sûr, en fait, c'est essayer de prendre les devants pour effectivement. En fait, c'est finalement ne pas attendre que les choses tombent toutes seules. Dire, tiens, je lance un nouveau produit, je vais envoyer un mail pour dire salut, je lance un nouveau produit. Et en se disant, voilà, j'ai envoyé un hameçon, j'attends que ça morde. Et voilà. Ouais. C'est pas comme ça que je conçois le métier de vendeur. Être proactif, c'est effectivement essayer de lier les wagons avec le client, son besoin, le produit que tu as finalement lancé, le nouveau produit, ou le produit du moment, on va dire. Et donc, essayer de lier tout ça pour ne pas simplement te contenter de faire un mail en disant bonjour, on vient de lancer un produit, est-ce que tu es intéressé? Merci, au revoir. Non, c'est voilà, essayer de lier, bien comprendre pourquoi ce produit peut être intéressant à ce moment-là pour ce client-là. Tu vois? Parce que chaque client est différent. Même si on parle à des clients qui viennent du même monde, des assureurs, des family office, des banquiers privés, peut-être que la banque privée A, elle n'a pas la même approche que la banque privée B. Et peut-être que la façon dont tu dois parler du produit, ça va être le même produit au final, mais la façon dont tu vas aborder le sujet va être complètement différente. Et donc, pour moi, la proactivité, c'est ça. C'est comment tu vas réussir à aborder les différents sujets avec une approche différente en t'adaptant à la personne que tu as en face de toi. C'est un peu l'esprit caméléon que tu me dis. Mais c'est exactement ça. Et pour moi, la proactivité, c'est totalement lié au côté caméléon. Et tu vois, encore une fois, quand on parle des entretiens, souvent, les gens déroulent. Je dis souvent aux gens avec qui j'ai pu travailler en alternance, enfin, les gens qui sont en alternance chez moi ou en stage, voilà, c'est important quand vous passez un entretien de voir, non pas quelle est la structure dans laquelle vous allez travailler, quel est le job que vous allez travailler, mais quel est votre interlocuteur. Qui vous passe il faut aller plus loin, tu vois, ça, être proactif, c'est aller plus loin. C'est pas dire, tiens, j'ai un rôle de vendeur, ok, je postule et merci, au revoir. Non, où est-ce que tu vas aller, jusqu'où tu vas aller pour essayer de, non pas mettre toutes tes chances de ton côté, mais essayer d'avoir tous les éléments pour aller un cran plus loin que l'autre. Parce qu'au final, que ce soit une interview, enfin un entretien d'embauche ou la vente d'un produit, ça reste une compétition, entre guillemets. Et donc, quels sont les éléments qui vont te permettre de passer un cap par rapport à la personne ou aux personnes qui vont être en concurrence. Et donc, c'est un peu ça. Donc, être caméléon, mais bien comprendre et aller plus loin dans le besoin. Et c'est pour ça que tout est lié. Être à l'écoute, être tenace, etc. Tout est lié. Mais la proactivité, c'est vraiment important pour encore une fois, bien assimiler et non pas juste dérouler un pitch. De toute façon, ça marche pas. Dérouler le pitch, ça se voit, ça s'entend. Et beaucoup le font, et tu vois, on peut se dire, voilà, je suis vendeur, je vais dérouler un pitch et c'est fini. Non, en fait, si tu fais ça, effectivement, tu perds l'attention de la personne que tu as en face de toi. Mais encore une fois, ce conseil-là, entre guillemets, il est vrai pour plein d'autres sujets. C'est pour ça que quand on déroule un CV, alors souvent, la première question, parlez-moi de vous. Si tu déroules tout, il faut réussir à aller un peu plus loin et peut-être, tiens, j'ai cette expérience, mais vous aussi, je crois que vous avez eu cette expérience. Et c'est ça qui va t'amener à capter un peu plus l'attention et avoir un vrai échange. Ouais, alors, un autre exemple de proactivité, si par exemple on est en entretien, c'est on va taper le nom de la personne avec qui on va être en entretien, on va voir les différentes expériences, et tu l'as dit, peut-être que dans une vie, vous avez une entreprise en commun, dans la vie antérieure, vous avez une entreprise en commun, et là, bingo, vous avez peut-être un ami ou une personne une connaissance qui est en commun sur LinkedIn, et là, boum. L'idée, c'est vraiment de créer du lien, et encore plus quand tu es commercial. Tout à fait. C'est clairement ça. C'est trouver le petit plus, le petit point qui va faire que la personne va se rappeler. C'est exactement ça. C'est peut-être un peu ça le plus complexe pour un commercial, c'est que ton client que tu vas avoir peut-être une fois au téléphone ou par mail, en fait,
il faut qu'ils te souviennent de toi. Ah bah, Qu'ils se souviennent de c'est toi. assez drôle parce qu'il y a plusieurs clients où tu dis, bah tiens, je l'ai vu 5 fois cette année en rendez-vous. Et là, il dit, Et après, tu as un autre, quelqu'un de ton réseau qui te dit, ah bah, j'ai vu lui, mais il te connaît pas du tout. Comment ça, il me connaît pas? Je l'ai vu 5 fois. Bah écoute, j'ai parlé de toi, il te connaît pas. C'est fou. Mais bon, encore une fois, faut pas mal le prendre. Les clients rencontrent plein de gens, mais effectivement, tu es assez content quand tu as quelqu'un qui se Ouais. rappelle où tu es bien identifié. Et donc, encore une fois, ça passe par plein de choses. Mais encore une fois, hein, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être patient aussi, c'est important. Ouais. On se crée pas un réseau comme ça, même si on travaille dans une grosse structure qui a un gros nom, ça se fait pas comme ça prend du temps. Et la différence, tu l'as fait avec ta capacité à être, encore une fois, tenace, parce qu'il faut créer du lien, être à l'écoute. Voilà, les clients qui aiment avoir quelqu'un en face de toi qui les écoute pour leur parler de sujets qui les intéressent, qui les concernent, c'est important. Et encore une fois, cette proactivité, comment je vais essayer d'avoir un temps d'avance pour bien capter le client. Alors, tu l'as dit, tu as 15 ans d'expérience maintenant dans le domaine, sur des métiers de sales. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de sales? Est-ce que c'est les déj? Est-ce que c'est le fait justement d'avoir un défi, puisque tu commences une année, tu as des objectifs commerciaux à atteindre. Est-ce que c'est ce défi-là? Alors après, tu baignes dedans, on voit que tu es passionné dans ton travail. Donc voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus? En fait, pour moi, c'est un challenge toute l'année. C'est un challenge parce que, il faut réussir à identifier les clients. Parce qu'on a beau avoir une liste de clients, il faut quand même identifier les clients qui pourraient être intéressants. Et quand tu travailles avec des clients qui travaillent dans une structure, il y a tellement de gens dans la structure qu'il faut... Voilà. Donc, challenge, trouver la bonne personne. Et quand tu l'as trouvé, déjà, c'est une première étape, mais c'est un premier challenge. 2, réussir à rentrer en contact avec le client. Et même quand c'est un client que tu connais, réussir à capter son attention pour avoir un rendez-vous avec lui. Alors, un rendez-vous téléphonique, un déjeuner, un café, un rendez-vous physique, ça, c'est un challenge. Ensuite, c'est lui vendre le produit. Ça, c'est évident, on va dire, mais c'est un challenge supplémentaire. Un autre challenge lié à la vente, c'est vendre le produit, mais peut-être même un autre auquel tu n'avais pas forcément pensé, parce que tu vas le voir pour lui parler d'un sujet, et finalement, tu arrives à... Voilà. Et donc ça, c'est aussi un challenge, parce qu'être un bon vendeur, c'est pas simplement celui qui va vendre le produit qui était prévu, mais c'est justement en étant à l'écoute du client, se dire, mais attends, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut t'intéresser. Et le dernier challenge, c'est réussir à garder la position, s'assurer que le client, l'après-vente finalement. Et donc toute l'année, notre travail, c'est ça. Alors on pourrait se dire, c'est quoi le métier d'un vendeur? C'est d'être en contact avec les clients. Mais en fait, c'est toutes ces étapes de challenge que tu as à tout moment de l'année avec différents clients. Et en fait, c'est pour ça que c'est jamais... tu vois, dans une matinée de travail, tu vas parler à plein de types de clients et tu seras à des niveaux de challenge différents. Tu vois, tu vas contacter quelqu'un que tu n'avais jamais contacté avant, tu vas contacter quelqu'un qui avait déjà acheté chez toi et qui a une grosse position. Exactement. Donc, tu vois, et donc tout ça, à la fin, tu es en relation avec le client, mais c'est des challenges toute la journée différents parce que tu as plein de sujets différents. Et après, effectivement, je rajoute le fait que c'est des typologies de clients différents, donc il faut s'adapter. Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, qui me plaît beaucoup. C'est que toute la journée, tu es en challenge. Tu es en challenge avec des niveaux de challenge différents. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas forcément répétitif, tu vois, parce que voilà, tu rencontres des nouvelles personnes, voilà, et un client que tu as eu du mal à rentrer en contact, voilà, au bout d'un an, il va acheter une position. Donc après, c'est une autre relation que tu as avec lui parce que tu as réussi à le faire investir. Maintenant, il faut que tu t'assures qu'il reste investi si c'est pertinent pour lui, encore une fois. Ouais. Mais voilà. Et donc voilà, donc c'est ça vraiment clairement qui me plaît. Je vois bien le côté sales qui te plaît. Est-ce que c'est tout aussi, on va dire, kiffant de faire l'after sales, en fait, d'être là présent pour que la position elle reste, puisque in fine, voilà, le boulot du vendeur, c'est convaincre d'investir et ensuite de tenir la position. Et parfois, il y a les marchés qui vont d'un sens, quand c'est le nôtre, c'est bien, quand ils vont dans l'autre sens, c'est un peu moins bien. C'est aussi un challenge. Mais pire que les marchés, il y a quelque chose qui est peut-être plus compliqué que les marchés à gérer. C'est ton concurrent qui va appeler le même client pour lui dire, attends, j'ai un meilleur produit que celui de Jérémy. Ouais. Et donc, c'est ça. Et ça, tu le vois pas. Parce qu'autant la baisse des marchés, tu arrives à l'identifier. Ouais. Tu parles avec le client, il te dit, bon, là, je la sens un peu moins. Les marchés, c'est un peu compliqué. Mais ton
ton concurrent, pardon, tu sais pas qu'il va appeler le client pour lui dire attends, j'ai un meilleur produit que Jérémy. Alors ça se trouve, va pas être meilleur. Peut-être qu'il va être un bon vendeur. Il va réussir à trouver le petit truc. Voilà, sur telle période, j'ai été meilleur que voilà. Et donc c'est ça qu'il faut gérer. Donc l'after sale, pardon, il est hyper intéressant parce que effectivement, c'est essayer d'expliquer pourquoi ton produit marche moins bien ou quel produit peut être plus adapté à un environnement donné, mais aussi t'assurer que tu éloignes, sans le savoir, les concurrents le plus possible en essayant de dire, voilà, tu as acheté mon produit parce que tu as estimé qu'il était le meilleur à ce moment-là. Et tout au long de l'année, je vais essayer de te dire, en étant objectif, parce que ça aussi, c'est important. Et je pense que j'espère en tous les cas que c'est comme ça que j'ai pu créer du lien avec les clients. Souvent, tu as des vendeurs qui viennent et qui disent, moi, je suis bon sur tout le temps. Ce qui est faux. Ouais, on est d'accord. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir, notamment dans l'industrie ETF, ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie ETF, donc ça fait 15 ans que je travaille les ETF dans différentes boîtes différentes, où j'ai pu comparer des produits de différentes boîtes différentes. Et donc, j'ai aucun problème à dire à un client, là, je suis pas bon. Là, je suis pas bon, ouais. Mieux vaut le dire. Mais pour moi, il vaut mieux le dire. Parce que le client, il se dit, mais en fait, lui, il est vraiment crédible. Ouais. Et quand il aura vraiment quelque chose, il va me dire qu'il est bon, c'est qu'il doit être vraiment bon. Et donc, j'ai pas de problème à lui dire, là, je suis pas bon. Peut-être que tel ou tel acteur va être meilleur que moi, enfin, je pense, de mon passé. Et vraiment, voilà, je vais essayer de te faire gagner du temps. Le client, l'objectif, c'est de lui faire gagner du temps. Donc, moi, j'ai aucun problème à lui dire, voilà, l'autre, il peut être meilleur. Et donc, dans ta relation avec ton client, en after sale, ben voilà, c'est essayer d'expliquer pourquoi tu es bon à un moment et pourquoi aussi, parfois, tu peux être moins bon. Et c'est pas parce que tu es moins bon à un moment que ton client, il va vendre sa position. Donc, ça, c'est un point hyper important. Et donc, du coup, voilà. Et encore une fois, ça reste un challenge de pouvoir garder cette position et d'expliquer au client pourquoi tu vas être, même après la vente, tu vas être bon ou moins bon. Ouais. Et donc, dans ce travail-là, tu as aussi beaucoup de veille, du coup. Tout à fait. Veille sur le marché. Concrètement, tu dois te tenir au courant de justement, en ce moment, j'ai ma concurrence qui fait ça, j'ai le marché qui fait ça. Tu utilises quoi comme outil pour... alors, il y a peut-être des outils aux propriétaires et l'idée, c'est pas de revenir là-dessus, mais s'informer sur les marchés, s'informer sur les concurrents, tu utilises quoi comme méthode? C'est quoi ta méthode? Si tu as une méthode, entre guillemets. Ma première source d'information, c'est les clients. Ok. En fait, ça paraît évident ou pas, mais moi, j'aime bien appeler les clients, non pas pour leur parler de produits, mais juste pour leur dire « Salut, qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi? Comment tu sens les marchés ?» Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un client pour te dire comment il voit le marché, comment il sent les choses, et de le challenger aussi, de partager. Ah bah tiens, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que j'ai un autre client, sans citer de nom évidemment, mais voilà, d'autres clients font ça. Et les clients aiment bien savoir ce que leurs pairs font. Donc, première source d'information, les clients. Et pour moi, c'est essentiel. Tu vois, avec l'équipe, on a organisé une sorte de club où on réunit des clients, non pas pour leur vendre des produits, mais pour que chacun parle de leur vision macroéconomique. Et c'est hyper intéressant. Deuxième source d'information, évidemment, les médias un peu traditionnels. Donc, on est alimenté assez régulièrement. Déjà, de notre recherche interne, évidemment, mais évidemment de la recherche externe. Et ce que j'aime de plus en plus, c'est la recherche, la communication 3.0. Donc, je te conseille un média, Fatih t'explique, qui est hyper intéressant. Je vais rester objectif. Mais tu vois, c'est bête, mais de plus en plus, je m'informe via LinkedIn, par exemple. Et donc, je vois des choses passer hyper intéressantes parce que souvent, c'est pas des articles, c'est des infographies qui sont hyper simples à comprendre, hyper rapides à lire. Et c'est hyper intéressant, en fait, de voir tout ce qui est partagé. Parfois, même, c'est du contenu informatif, éducatif. Donc, tu vois, quelles sont les grandes capitalisations du S&P 500. Les grands indices. Les grands indices. Tu vois, même si parfois, il y a des choses évidentes, finalement, quand je lis des choses qui sont parfois éducatives, je me dis, ah ouais, je savais pas cette information-là, c'est drôle, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, c'est ces trois médias, on va dire. Le premier média, le média client, le média traditionnel, notamment interne, qui est riche, évidemment, et le média 3.0, où en fait, je passe beaucoup de temps sur les réseaux LinkedIn notamment, et pour échanger, pour voir ce qui se passe, mais aussi pour être informé des actus de manière générale. Ça marche. Alors, j'ai oublié de te poser une question sur la partie un peu sales, la partie un peu institut personnel. Aujourd'hui, tu penses que un client qui te fait confiance, ou qui veut travailler avec toi, ou qui investit dans un de tes ETF, si tu devais splitter entre
il le fait pour des raisons, on va dire, factuelles et des raisons où moi, j'aime bien Jérémy. Et en fait, à deux fonds équivalents, bah, je préfère encore plus dans les ETF parce que les ETF, bon, voilà, on réplique l'indice à peu ou près. Il y a peut-être les frais qui changent et la manière que l'ETF fonctionne, hein, synthétique, physique, etc. Mais à produit équivalent, est-ce que tu te dis aussi quelque part que le client te fait confiance parce qu'il dit bah parce que c'est toi, Jérémy, et c'est pas X ou Y, Marc, Jean-Paul ou autre. Alors, je ne saurais pas mettre de pourcentage, parce qu'en réalité, ça dépend les clients et la relation que tu peux avoir avec des clients. Mais parfois, pour sortir du métier de la finance, tu vas être prêt à aller acheter ton pack d'eau un peu plus cher. Parce que le vendeur, il est sympa, il est à côté de chez toi, et voilà. Bah, je pense que dans tous les métiers, c'est un peu pareil. Parfois, je ne veux pas avoir le meilleur produit, mais comme je réponds vite au client, comme je donne l'information de qualité, quand il me demande une information, parce que le client, il doit générer de la performance, mais il a aussi de plus en plus des besoins réglementaires, donc il a besoin de fichiers réglementaires, encore une fois. Et donc, je pense que ça a de la valeur, encore une fois. Donc, le client, il doit être objectif, il doit gérer son portefeuille, parce que même quand tu dis sur un ETF, c'est encore c'est encore moins le cas parce que les différences de performance sont vraiment minimes, mais il peut avoir des écarts de performance. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit bah, acheter un ETF, c'est plus facile qu'acheter un fonds actif. Oui, c'est peut-être un peu plus facile, mais si le client, il n'aura jamais tout le temps le meilleur ETF. Parce qu'en fait, il peut avoir des écarts de performance, une société de gestion qui a baissé ses frais à un moment. Et d'ailleurs, les besoins des clients vont être différents. Il y a des clients qui vont être focalisés sur les performances, d'autres clients qui vont être focalisés sur les frais, d'autres clients qui vont être focalisés sur la liquidité de l'ETF. Ou à quel point ça traque voilà, exactement. Donc, il y a plein d'éléments. Donc, c'est pour ça que tout ça fait que bah, parfois, le client va aussi se dire bah, j'aime bien ce produit-là parce qu'il est vendu par ce vendeur-là. Parce que ce vendeur-là, encore une fois, il est transparent, il est honnête, j'ai besoin de diversifier, il répond à mes questions, il est réactif. Et ça, c'est hyper important. Sur ce qu'on comprend vraiment quelque part, Jérémy, là, c'est que tu me dis, c'est que tu as ta fonction sales, mais l'idée, c'est que toi, en tant que responsable des ventes ETF, tu dois avoir tout l'écosystème derrière toi, ou autour de toi, qui doit fonctionner. Parce que, comme tu l'as dit, OK, j'ai le meilleur fonds. Si derrière, je suis incapable de lui répondre au client dans les 24 heures, tout à fait. si je suis incapable de lui envoyer les fichiers réglementaires, il va dire bon bah en fait je vais prendre ton concurrent parce que il m'envoie les docs quand j'ai envie qu'il lui exactement. Et on a un peu nous vendeurs la porte d'entrée pour le client dans la société. Si tu veux, quand le client il a besoin d'un inventaire d'un fonds, d'un reporting, bah toi, tu as envie de lui apporter du service et de dire bah tiens, je vais t'envoyer le reporting, je vais te mettre à disposition, mais effectivement, il faut qu'il soit disponible. Donc, quand tu es la porte d'entrée, tu vas pas dire au client bah tiens, contacte l'équipe reporting de telle boîte. Enfin, non. Il faut que tu dis bah tiens, tu as besoin du reporting, je vais te le trouver. Tu as besoin de ça, je vais te le trouver. Tu as besoin d'un document marketing, je vais te le trouver. Et donc, c'est ça qui est important. Et donc, c'est pour ça que l'intitut personnel, finalement, il est important. Mais je te reprends encore une fois cet exemple de tu vas acheter ton pack d'eau, parfois ça va être un peu plus cher. Bon, bah, tu vas dire c'est la même eau. C'est la même chose, c'est un peu plus cher, mais tu préféreras aller dans ton magasin du coin parce que tu as plus d'affinité avec le vendeur. C'est sympa de dire salut, tu vas bien. Enfin, tu vois, il y a des choses qui font que ça crée du lien. Et dans tout métier commercial, le lien est important. Mais encore une fois, in fine, tu apportes un service. Ça me rappelle un peu ma femme qui, quand on va chez le primeur, là où j'habite, il y a 5 primeurs avec des prix différents. Et en fait, on va toujours au même s'il y a des prix plus élevés, parce que, voilà, qualité d'accueil. Exactement. On est bien reçu, on est bien accompagné, voilà, on a le choix, etc. etc. Donc, et surtout que tu ne sauras même pas si les framboises que tu vas acheter, elles vont être meilleures que le primeur à côté. Qui ça se trouve, le primeur d'à côté, il va être peut-être moins cher, enfin, t'en sais rien. C'est pour ça que je dis, quand tu achètes un produit financier, tu as un track record, tu sais, tu peux identifier. Mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, c'est pour ça que c'est important. Tu as placé le disclaimer. Non, mais c'est important. Et même sur un ETF, encore une fois. Donc, tu vois, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant sur nos produits, bien qu'on réplique un indice, on réplique un simple indice, bah voilà, un gérant peut faire un peu mieux à un moment donné qu'un autre gérant. Donc, et ton intitulé persona, c'est ce qui te démarque pour toi de la concurrence. Alors, il y a aussi des éléments factuels, hein, mais
qu'est-ce qui fait que voilà, tu te démarques? Alors maintenant, ça fait quelques années que tu travailles sur les ETF. Je pense que le marché te reconnaît comme voilà je dirais un symbole des ETF sur le marché. Hein. Bon, t'es pas le seul, hein, mais voilà, tu travailles depuis 15 ans. Tu as dit que tu as travaillé chez Lyxor, chez Amundi, maintenant chez BNPAM. Ouais, qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres? Bah, effectivement, je pense que maintenant, j'ai un vrai track record dans l'industrie ETF. Donc je pense que, j'espère en tous les cas, bien connaître l'industrie, bien connaître les produits. J'ai vu vraiment l'évolution autour des investissements ESG, donc environnementaux, sociaux, Ouais. gouvernance, les ETF thématiques. Là, on parle des ETF actifs. Donc, Ouais. voilà, j'ai vu cette innovation et donc voilà, j'ai vu cette évolution et je sais un peu, j'espère parler de tout ça. Et en fait, encore une fois, l'accompagnement, j'espère, encore une fois, c'est difficile d'être objectif sur cette question, mais ce que j'essaye de mettre en avant, c'est voilà, cette capacité d'écoute et de ne pas être un vendeur de produits, mais d'être plutôt ce qu'on appelle le mot que j'aime pas, c'est product pusher. Je pense que je suis pas un product pusher. J'essaie d'apporter des solutions. Je pense que c'est ça qui, j'espère, a fait avec tu te démarques voilà, qui fait que je me suis démarqué voilà, avec le temps. Mais tu vois, quand tu as un peu, j'ai que 40 ans, mais j'ai un peu de bouteille voilà, maintenant dans l'industrie ETF. Et plus, voilà, c'est quelques, pour moi, skills qui sont importantes pour être un bon vendeur. Bah, j'espère que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai de bonnes relations, j'espère, avec les clients. C'était un choix d'ailleurs de rester sur les ETF? Écoute, je pense que l'industrie ETF est en énorme développement et qu'on vit une période géniale dans cette industrie. J'ai la chance de pouvoir travailler sur ce segment depuis maintenant 2016, qui est un peu un moment où en fait il y a un vrai déclic, l'évolution du marché retail notamment, que j'espère aussi avoir accompagné avec le temps. Et du coup, voilà, il se passe tellement de choses dans cette industrie que honnêtement, je me sens hyper bien. C'est tellement challengeant, tellement innovant que c'est génial, quoi. Donc, c'est un choix, oui ou non. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais. Et du coup, c'est génial, ouais. Non, c'est une véritable vague, hein, les ETF. Alors, aux États-Unis, c'est quasiment devenu la seule chose sur Ouais. laquelle les investisseurs, notamment particuliers, investissent. Et puis, on voit cette vague arriver en Europe. Alors, elle est déjà plus ou moins arrivée au Royaume-Uni, hein, mais là, on la voit qu'elle s'active et qu'elle arrive vraiment en France. Et donc, c'est entre guillemets un beau moment pour toi en tant que sales, quand tu as tout l'écosystème, tu as toute l'industrie qui commence à parler d'ETF. Là, pour toi, ça doit être un petit peu... Alors, du pain béni, non, oui et non, parce qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr. Faut pitcher, il faut accompagner le client, fait. comme tu l'as dit. Mais voilà, c'est plutôt une bonne industrie dans laquelle... C'est une bonne dynamique. On est dans Ouais. une industrie où il y a une superbe dynamique qui, j'espère, va durer encore longtemps. Alors, tu parles de dynamique, justement, et en tant que sales, je me dois de te poser, puisque un sales dans n'importe quelle entreprise va avoir des objectifs. Ouais. Comment toi, tu te sens chaque année? Là, on va arriver là, le 1er janvier, tu recommences à zéro. C'est-à-dire que tu as des ambitions de collecte, donc tu dois convaincre des clients de dire bah, investissez sur mes fonds chez BNB. Comment tu te sens le 1er janvier? Bon, j'imagine d'attaque, mais comment tu arrives un peu à gérer ce stress-là de dire j'ai X millions en collecte à faire et je pars à partir de zéro? Bah, tu peux même aussi commencer l'année en négatif parce que premier jour de l'année, tu as un client qui te vend une grosse position. Bah là, tu es le 5 janvier, 10 janvier, tu as un premier client qui a vendu quelques millions d'euros et là, tu commences négatif. Et parfois, si c'est un gros client, bah, c'est fortement négatif. Grosse goutte d'eau là. Et là, tu te dis, bah, punaise, comment je vais faire? Écoute, on a le temps, c'est janvier, donc on va essayer de. Bon, il y a parfois des choses sur lesquelles tu peux rien faire. Si tu es dans un contexte de marché très baissier et que tout le monde vend, bah, tu peux aller contre la tempête, contre la vague, c'est compliqué. Mais en fait, encore une fois, bah, le client a vendu, mais il faut voir si tu peux pas trouver une autre opportunité pour lui pour voilà, avoir un produit qui pourrait répondre à un autre besoin. Mais surtout, et ça, c'est, je pense, une de mes particularités, souvent, les gens ont tendance à se concentrer sur les gros clients. C'est-à-dire, tiens, j'ai une grosse sortie, bah, je vais la rattraper avec des gros clients qui va potentiellement faire une grosse rentrée d'argent.
un gros investissement. Moi, c'est pas trop mon approche. Moi, je me dis que pour rattraper la grosse sortie, ou même quand je démarre à zéro, finalement, je vais essayer de diversifier les clients. Pour que justement, je sois pas dépendant. Voilà. Quelque part d'une ou deux. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Et même la diversité de clients m'offre plus d'opportunités tout au long de l'année, en fait, au final. Donc, tu peux te dire, tiens, je vais être, et c'est un peu la particularité du métier de vendeur, être un éleveur, où je vais essayer d'entretenir les clients, les gros clients existants, etc. Ou alors, je vais être un chasseur. Quelle que soit ta seniorité dans l'industrie, je vais être un chasseur pour trouver les opportunités. Parce que voilà, plus j'arriverai à avoir de clients, à se décrocher des meetings avec clients et à faire traiter des clients, plus, en fait, je serai moins en risque. Et surtout, déjà, en cas de rachat important d'un gros client, et surtout, plus je veux optimiser mes chances d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'est important. Moi, j'ai jamais eu le complexe de la taille, en réalité. Donc, voilà, je veux parler à des gros clients, les plus gros clients. Moi, je veux parler à des clients, quels qu'ils soient. C'est trop sympa. Parce que tu t'aperçois que même un petit client, il peut être aussi technique qu'un gros client, déjà. Ouais. Et surtout, quelle que soit la taille des clients, quand tu dois atteindre tes objectifs, encore une fois, plus tu as d'opportunités, plus tu arrives à identifier des clients, plus tu diversifies encore une fois, ton opportunité d'atteindre tes objectifs. Et ça, c'est hyper important. Et puis, tu peux aussi te dire quelque part que ce petit client, alors, il est en poste dans cette petite structure. Derrière, il peut arriver il change de job. Tout à fait. Il va sur une plus grosse structure. Et là, il va se rappeler de toi parce que c'est pas parce qu'il était petit que tu lui as donné moins d'attention. Exactement. Au contraire, tu lui as dit, voilà, je vais t'accompagner, etc., etc. Donc, ouais, c'est vraiment bon, on dirait pas de panique, si je comprends bien. Si tu commences ton année en étant en panique, faut pas être vendeur, ou faut pas être vendeur. Voilà, faut pas avoir un métier front office, on va dire, de manière générale, parce qu'un gérant, ça peut être la même chose pour un gérant. Donc non, faut pas être paniqué. Faut justement, en fait, tu as les cartes en main. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Un client qui doit vendre ses positions, pas parce que tu as le mauvais produit, pas parce que, mais tu vois, parce qu'il a besoin d'argent, par exemple. Ouais. Voilà, le client investit de l'argent qu'il a. S'il a un rachat à côté, il a besoin d'argent, voilà, donc il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mais pas de panique, ça se construit avec le temps, et encore une fois, il faut essayer de diversifier, et encore une fois, diversifier les clients, et désolé d'être répétitif, mais voilà, l'écoute, quand tu arrives à avoir plusieurs clients à écouter, tu vas trouver des opportunités, mais on va dire la chance, pas dire que c'est de la chance, mais un petit peu, la chance, ça se provoque. Et donc, les opportunités se provoquent aussi. C'est pour ça qu'encore une fois, si tu te contentes d'envoyer un simple mail, salut, j'ai ce produit-là dans ma besace, tu t'arrêtes là, non, tu vois. Il faut créer des opportunités. Créer des events, j'imagine. Exactement, les events, trouver une façon de se démarquer tout au long de l'année. Et encore une fois, je parlais de challenge tout à l'heure, voilà. C'est un challenge répétitif pour atteindre tes objectifs, faire face à des moments compliqués. Toutes les années ne seront pas toutes roses. Tu auras des années plus compliquées ou des mois, peu importe. Mais voilà, il faut diversifier, être tenace, être proactif. Et je pense que c'est comme ça, à la fin de l'année, même si tu n'as malheureusement pas atteint tes objectifs, moi, à titre personnel, je serais content si j'ai un vendeur qui a tout fait, ou même si je parle de moi, j'ai eu des rachats que j'ai essayé de contrôler, mais j'ai essayé de trouver des nouveaux clients, identifier, j'ai appelé, j'ai été proactif, j'étais à l'écoute. Ça n'a pas marché. D'une certaine façon, je me dis, j'ai tout fait pour. Ça n'a pas marché. Peut-être que j'ai mal fait les choses aussi. Mais au moins, je me suis donné les moyens d'eux. Et je n'ai pas regardé le train passer. Merci, Jérémy. On arrive à la fin de cette interview. Moi, je retiendrai 3 choses. Alors, c'est un peu les 3 qualités clés pour devenir sales aujourd'hui en gestion d'actifs. Tu l'as dit, donc être à l'écoute, être tenace, et puis être proactif. Ça, c'est hyper important. Et je pense que tous les jeunes, tous les étudiants, tous ceux qui viennent de débuter ou tous ceux qui veulent se reconvertir en sales, je pense que c'est vraiment 3 qualités à avoir pour justement, à essayer d'acquérir ou en tout cas de décrocher un poste en tant que sales, en tant qu'assistant sales. D'ailleurs, c'est sûrement là où beaucoup de jeunes commencent sur des postes en alternant en tant qu'assistant sales. Donc, on ne peut que les encourager à avoir ce type de poste, que ce soit en stage ou encore en alternance. Donc, je voudrais vraiment te remercier, Jérémy, pour ton témoignage aujourd'hui. Tu as été le premier, donc voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. La star, je t'appellerai comme ça maintenant parce que tu es vraiment le premier, la star.
qui a participé à ce premier podcast de Fatih t'explique les métiers de la finance. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre métier. Sachez qu'on va, personnellement, je vais travailler avec et je vais faire des interviews sur les métiers comme portfolio manager. Alors, Jérémy, tu as dit que tu ne voulais pas le faire et ça, c'est logique. Voilà, tu as choisi ton métier. Donc, les métiers de portfolio manager, d'analyste, mais aussi de trader ou encore de structureur. Voilà les types de métiers que vous allez pouvoir retrouver en fait dans ce podcast que vous allez bien évidemment, qui se retrouve sur toutes les plateformes dignes de ce nom. Donc merci encore à toi Jérémy. Merci Fatih. Et je vous dis à toutes et à tous à très vite. Ciao ciao.